Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, je suis sorti de mes vacances, on est venu me chercher. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel dans ce podcast qui transpire le catch dans le monde de la WWE. Nous sommes en émoi. Nous allons analyser ici le Friday Night SmackDown du 22 juillet, mais qui n'est pas un Friday Night SmackDown ordinaire, qui est un Friday Night SmackDown historique. C'est le premier de l'ère post-Vince McMahon. Et oui, 2 heures avant le show, alors que tout le monde était en train de se garer ou de prendre ses places. Coup de tonnerre par Twister, comme disent les jeunes. Vince McMahon retire à la retraite à 77 ans. Il fallait, pour commenter cet événement historique, sortir celui qui ne prendra jamais sa retraite, car il n'y a pas de retraite dans le catch. Ringside, comment vas-tu? Je te vois sécher tes larmes, Ringside. La poubelle, elle est juste à côté pour les mouchoirs. Je suis bouleversé encore, donc voilà. Heureux d'être là, heureux de pouvoir aborder le sujet. Moi qui suis un spécialiste de la retraite, j'ai pris plusieurs fois ma retraite des podcasts, mais voilà, encore sous le coup de l'émotion. Ouais, on s'est dit qu'on allait surtout pas te laisser tout seul dans des moments pareils. On a fait venir pour contraster la petite nouvelle de notre podcast. Letty, comment ça va, Letty? Toi, tu pleures? Salut Raphaël, ça va bien. Bon, je ne pleure pas, mais c'est historique. Voilà, quand même, c'est du changement dans le paysage de la WWE. Eh oui, on va commencer évidemment par parler de ça. Donc, 2 heures avant le show, Vince McMahon, comme je disais, une publication qui nous dit qu'à 77 ans, il va prendre sa retraite, que voilà, le business continue, la WWE, mais que lui s'en va. Suite à beaucoup d'affaires qu'il y a eu ces derniers temps sur des prétendus, des histoires en cours en tout cas, d'argent, de sexe, de pouvoir, de femmes, tout ça. Ça reste une surprise, Ringside, pour toi? Et puis surtout, quel crédit on peut y accorder, comme tu viens de l'annoncer, la retraite dans le catch, ça se fait, ça se défait. Est-ce que tu crois que c'est fini, ou que dans un an, Vince McMahon revient s'il est en forme physique ou en bonne santé? À 77 ans, ça va être difficile de revenir avec la pêche, je pense. Surtout vu les conditions dans lesquelles il s'en va. On est un peu sur une sortie qui est vraiment pas à la hauteur de la carrière du bonhomme. C'est la sortie quasiment par la petite porte. Après, avec des histoires donc de détournement de fonds pour cacher ces histoires de zizi pan en pan à la WWE dans les bureaux. Voilà, sa réputation est un peu entachée. Euh, Honnêtement, je pense qu'il va continuer peut-être à influer, on va dire backstage, mais bien backstage, par téléphone, de loin, avec les personnes qui sont encore en place. Je pense qu'il aura son mot peut-être à dire pour donner des conseils et des choses comme ça. Mais petit à petit, il va s'effacer complètement, et puis ce sera le nouvel ordre établi qui prendra les rênes de la fédération. Et par contre, là, on va être sur un show, une émission qui va être vraiment sous l'égide de l'actionnariat et des huiles de la compagnie. Donc je pense que le petit grain de folie qu'a porté Vince McMahon à l'émission, les petites sorties de piste, les choses comme ça, même si c'était très formaté, parce qu'il y avait il y a des règles à respecter, il y a des enjeux économiques qui sont très importants. Je pense que toutes les petites grains de folie qu'on avait, ça va avoir tendance à disparaître. Ce petit coup d'avance qu'avait Vince McMahon tout le temps sur l'actualité, sur les tendances, même si, bon, on peut dire que ces dernières années, il a pas toujours visé juste. J'ai peur que ça disparaisse et qu'on se retrouve avec un produit qui finalement va ressembler à tous les produits qu'on a désormais, quand on voit ce qui est devenu Hollywood, quand on voit ce qui est devenu le monde des comics, quand on voit ce qui est devenu un peu toute la production culturelle américaine. Voilà, il risque de pas se passer très longtemps avant qu'on vende à Disney, je pense. Donc ça, c'est ma vision pessimiste. Après, il y a une vision plus optimiste qui peut espérer que, avec peut-être le passage aux commandes de Triple H, on ait une dynamique qui revienne un peu comparable à celle d'NXT à une époque, à la belle époque, avant que ça passe à la télé, sur le network.
Voilà, ça c'est le petit espoir peut-être qu'on peut avoir de voir un produit qui soit repris en main avec un Triple H qui est une vision, qui arrive à impulser comme ça une dynamique au programme. Mais bon, faut garder à l'esprit que Triple H, il a le cœur malade. Il est plus au top de sa forme. C'est peut-être un peu tard pour arriver aux manettes. Et je pense que malheureusement l'actionnariat, les mecs comme Nick Khan aux manettes, ils vont quand même faire jouer de leur influence. On a déjà vu avec le passage du network racheté par Peacock ce que ça pouvait donner en termes de pay-per-view qui peuvent devenir simplement des grosses pubs pour des films qui sortent sur Netflix ou je sais quoi. Donc moi j'ai peur qu'on s'oriente vers ce truc-là et j'avoue que je suis plutôt inquiet. Mais voilà, il y a deux façons de voir les choses. Soit on est content que Vince McMahon et sa vision showbiz et paillettes du catch ait pris enfin sa retraite et espérer voir la team Triple H prendre les choses en main. Soit on peut être plus pessimiste comme moi. Alors, Ringside est triste et pessimiste. Letty, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que vraiment le départ de Vince va changer des choses rapidement? Et puis, bah, déjà, est-ce que tu t'attendais à une retraite comme ça un jour? Ou est-ce que tu t'attendais à une retraite tout simplement de Vince? Après, avec ce qui est sorti ces derniers temps, bon, je pense que tout le monde s'attendait un petit peu à ce qu'il se passe quelque chose, puisque bon, les histoires de non, mais j'y crois pas trop, machin, de venir nous faire des petits coucous à SmackDown, à Raw pour dire je m'en fiche de ce qui se passe. Je pense que voilà, ça l'a un petit peu calmé par derrière, mais c'était sûr qu'il allait partir à un moment donné. Après, je pensais que ce serait un peu plus préparé, un peu parce qu'elle a annoncé son départ par un tweet. J'ai trouvé ça quand même assez curieux. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils mettent ça en scène un peu à Raw ou voilà, juste un petite émission hommage entre guillemets pour sa retraite. Après, des changements, bon, il y en aura forcément. Après, à voir, voilà, effectivement, si ça va être positif ou négatif. Après, tout dépendra de ce qui passe en premier. Est-ce que c'est le produit ou est-ce que c'est voilà le business en fait, voilà le financier. Est-ce qu'on fait, bah, comme le disait Ringside, voilà des partenariats avec voilà avec Netflix, avec Disney, avec je ne sais quoi, ou est-ce qu'on se concentre vraiment sur le produit WWE, le produit catchesque en fait. Après, voilà, faut qu'ils trouvent le bon équilibre et qu'il y ait les bonnes personnes en charge. Après, les prochaines semaines, prochains mois, je pense, nous donneront déjà une petite idée de si ça va être positif ou négatif. Hein. Ouais, moi je pense que de toute façon, la WWE n'est plus forcément un seul homme depuis longtemps. Comme vous l'avez dit, il y a des guerres de couloirs, il y a des personnalités, il y a des courants, il y a des courants NXT plutôt catchesque, courants show télé. Et de toute façon, ça fait des années qu'il y a un peu les deux. Hein. Il y a des fois dans le même show, on peut avoir quelque chose qui est complètement un produit mainstream et puis après un excellent match catchesque, on a eu des super surprises lors de certains WrestleMania ou autres. Mais je suis d'accord avec toi, Letty, c'est vrai qu'on aurait pu s'imaginer une promo de Vince McMahon, une retraite annoncée de manière complètement inattendue. En plus, avec l'angle de Theory qui est toujours là, comme tu l'as dit, des petits coucous qu'a fait Vince ces derniers temps, de Cena qui est passé. Ouais, peut-être que ça aurait été la peur d'être mal perçu, parce qu'on imagine un Vince qui vient faire un discours poignant en larmes et tout le roster qui vient lui chanter des Thank you Vince, avec les histoires de prédateurs sexuels et autres derrière, ça aurait peut-être fait mauvais genre. Donc, mais ouais, Aussi. partir par un tweet, c'est, on se doute bien que Vince, c'est peut-être pas la fin qu'il aurait voulu, et l'histoire retiendra que pour le moment, en tout cas, sa dernière année, il aura sorti un match à WrestleMania, il aura même gagné un match à WrestleMania quand même. Sacré Vince. Mais ouais, bah on s'est souvent plaint que quand il y a les catcheurs qui étaient en fin de contrat, ils n'avaient pas la sortie qu'ils méritaient. Bah on voit quand même pour le patron, c'est du même acabit quoi. Hein. Un petit tweet, un petit bye bye par Stéphanie et puis voilà. Après moi je pense que jamais il aurait pris sa retraite s'il n'y avait pas eu cette affaire, qu'il serait mort en étant aux commandes de la WWE. Je pense que concrètement il avait sûrement pas l'envie et il était peut-être pas en condition comment dire mentale de venir passer à la télé, dire au revoir. Je pense que à mon avis psychologiquement c'était trop pour lui. Hein, mais je me trompe peut-être, mais
on sait que de toute façon, il est impliqué à 100%, Vince, dans la WWE. Il a pas de passe-temps, il a rien. Il passe sa vie à travailler pour la WWE ou alors de lancer d'autres projets. C'est un entrepreneur dans l'âme, de toute façon. Donc, il est pas fait pour la retraite, quoi. Hein. Donc, Oui, c'est ça. effectivement, je pense quand même que c'est contraint et forcé. Hein. C'est contraint et forcé cette mise à la retraite là de ce bon vieux Vince. En tout cas, voilà, quand même saluer l'entrepreneur, le mec, la créativité du bonhomme, la vision. C'est lui qui nous a fait à tous, je pense, découvrir le catch. Voilà, qui en a fait un phénomène mondial. Alors c'est vrai qu'on peut toujours critiquer. Voilà, il aurait pu faire autrement. Il y a des choses qui ont été faites qui étaient pas bien, etc., etc. Mais en tout cas, si on a tous une passion pour le catch, je pense qu'on la doit de toute façon à la vision de Vince McMahon au minimum. Ah oui, bah c'est sûr qu'il Oui, il a, oui, oui. ouais. Il a réussi ce que des centaines de promoteurs de petites fédérations ont voulu faire dans les années 60, 70, 80. Mais c'est vrai que tu soulignes un point intéressant qui sera plus anecdotique pour nous. Nous, on va vraiment se demander qu'est-ce que va être la WWE sans Vince, mais bah, que sera Vince sans la WWE? Moi, j'ai du mal à pas l'imaginer. Effectivement, envoyer des SMS et des petits coups de fil à sa fille ou à son gendre, on a du mal à l'imaginer à la pêche, à sortir des gros poissons là, ou aller Ouais. chasser avec je ne sais qui dans les montagnes. Peut-être Euh, qu'il va improviser un nouveau business, peut-être qu'il va se lancer dans une nouvelle aventure qui aura rien à voir avec la WWE, mais Qui sait? ou Qui alors il sait? va canner au bout de 6 mois. Ça arrive aussi hein, sur les gens qui prennent la retraite comme ça. Euh, à voir. Après, à voir si il n'y a pas une affaire vraiment crado qui a été déterré et que c'est pour ça qu'il a été poussé vers la sortie. Mais ça, on le saura dans les semaines qui viennent. Et on J'y ai fera. pensé aussi. Je me suis dit, il y a peut-être eu voilà, quelque chose. Enfin, il sait que quelque chose va sortir et il a préféré peut-être se retirer avant. Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être un truc comme ça. À voir. Après, je sais pas ce que ça peut être parce que les affaires sont déjà assez glauques. À voir. Bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et puis bah, on fera peut-être un comptoir du catch sur Vince une fois que le rachat sera passé pour Ouais. étudier ça peut-être plus dans le détail. On fera ça. Enfin, en tout cas, si ça vous dit d'écouter ça, Peuple de Catch-up, dites-le nous en commentaire. Mais show must go on, c'est ça qu'il aurait voulu, Vince, Mm. c'est ça qu'il veut. Donc ce Friday Night SmackDown commence quand même d'une manière un peu particulière avec Stéphanie qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, et Stephanie McMahon qui vient nous dire que bah voilà ton père prend la retraite et puis elle dit bah Vince il voudrait nous remercier, mais je pense que c'est à nous de le remercier maintenant. Alors il y a des thank you Vince qui se lancent une première fois. Euh, un peu bêtement, je trouve, elle les fait taire en disant attendez, vous allez trop vite. Et puis après, elle dit sa phrase et puis elle dit ok, maintenant on peut faire thank you Vince et c'est pas trop bien parti. Donc première séquence pour ouvrir le show qui là encore a peut-être pas été à la hauteur du personnage. Je sais pas ce que t'en as pensé, bah Letty, je vais commencer par toi. Est-ce que Stéphanie a fait honneur à son papa là ou en tant que promoteur ouvreuse de show? C'était un peu moyen quand même. Enfin, quand la foule réagit, tu essayes de faire avec et pas de. Je pense qu'elle était peut-être un peu émue aussi et elle a voulu rester absolument dans le script. Et les chants étant arrivés au mauvais moment, elle s'est dit bon, on va attendre un petit peu, voilà, les faire au bon moment, mais je pense que c'était pas la chose qu'il fallait faire. Il Ouais, aurait fallu ringside. qu'elle joue avec en fait. Ouais. Ouais, oui, ouais, c'était triste, c'était piteusement exécuté. Bah, je suppose qu'elle devait être aussi sous le coup de l'émotion, hein, Stephanie McMahon, elle a pas géré proprement l'exécution de ce petit segment qui, bah, de toute façon, qui arrive comme ça, un peu de nulle part. On est tous pris de court. Voilà, le départ de Vince McMahon, effectivement, ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus. Après, il se dit que Vince McMahon déteste enfin, qu'on le remercie. Il déteste les remerciements. D'ailleurs, il demande quand il y a des discours au Hall of Fame que les, 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 les gens qui sont honorés ne le remercient pas dans leur discours. Parce qu'il déteste ça, donc je pense que quelque part il savait pas trop comment s'en tirer, et puis Stéphanie était peut-être pas forcément la bonne personne pour venir faire le speech
ce soir. Donc voilà, c'était assez mal exécuté. C'est à l'image de cette sortie et de Vince McMahon, quoi, de cette fin de carrière. Ouais, bah, c'est vrai qu'en plus, Stéphanie, ça a été un personnage qu'on a quand même beaucoup détesté dans ses Oui. scripts. Ça, bah, c'est comme si son. Et Ouais, encore, même si. Ouais, c'est toujours bizarre de la voir venir faire la gentille. c'est ça. Je pense même que son frère, même si nous ne l'aimons pas beaucoup à Ketchup, serait peut-être mieux passé dans la popularité médiatique. Mm. Pour, Ouais. plus pour. Peut-être. En tout cas, le show démarre vraiment. Alors, par contre, ce qui a été très cool, j'ai trouvé dans la suite, c'est l'arrivée des Street Profits qui nous ont fait une entrée à la Shield. Ils sont arrivés par le public avec les caméras qui les cherchent, hop, et puis ils sont descendus le long de la rampe et ils étaient vraiment chauds comme la braise, les Street Profits. Ils sont venus nous dire donc qu'ils vont gagner. Bon, bah voilà, hein, il y a SummerSlam qui arrive bientôt, samedi prochain. Donc on est à 8 jours de SummerSlam. Ils veulent gagner les fameux titres de champion par équipe. Mais beaucoup de monde arrive sur le ring pour ouvrir ce SmackDown. D'abord, il y a Theory qui est là avec sa mallette, qui vient nous dire que lui, de toute façon, à SummerSlam, il va faire cash-in contre Roman Reigns ou Brock Lesnar, tout ça. Bon, on commence à un peu connaître ce chant-là, le fameux Last Man Standing, etc. Ça plaît pas aux Usos qui débarquent, qui eux sont pas contents hein, qu'on projette de faire une cash-in sur Roman Reigns. Euh, donc tout ça se tend un petit peu. Il y a Theory qui va clasher les Street Profits en disant que ni Bianca Belair ni Montez Ford ne partiront de SummerSlam avec la ceinture. Donc ça, quand on commence à parler sur les femmes, ça se bastonne. Et parmi tout ça, puisqu'on est un peu déséquilibré, là, on est à 3 contre 2, nous avons l'arrivée de Madcap Moss qui se jette dans le bordel. Et puis bah voilà, on va calmer tous ces gens et puis on va nous annoncer effectivement ce soir que les Usos feront équipe avec Theory contre Madcap Moss et les Street Profits, ce qui donnera l'occasion un peu plus tard d'un petit passage en coulisses où clairement les Usos sont pas très chauds pour affronter Theory, mais où Paul Heyman qui est là, va dire que bah en gros il faut faire avec pour ce soir, mais qu'après on s'en occupera plus tard. Donc on est reparti dans l'action avec la Bloodline toujours au cœur du sujet. Ringside, est-ce que tu te réveilles là, l'épisode, tu te dis allez c'est lancé, on va vers SummerSlam? Alors là, ils étaient gonflés à bloc, hein, les Ouais. Gugus. Surtout les Street Profits là, qui ont sorti une promo. Alors c'était tout simple, hein, en gros ils ont sorti leur catchphrase en disant qu'ils allaient gagner à SummerSlam et devenir les nouveaux champions. Mais ils l'ont exécuté avec panache, avec force. Ils étaient gonflés à bloc. Pareil derrière les Usos, toujours parfait. Théorie qui vient juste avant, qui confirme un peu tous les espoirs qu'on a en lui. Voilà. Et puis là-dessus, on bazarde Riddick Moss, Madcap Moss, on l'appelle maintenant, qui est aussi bien en forme, bien énervé, qui arrive en courant, qui est là pour faire le spectacle. On sent qu'il fallait qu'il lâche de la vapeur là, qu'il sache un petit peu. On a déjà senti quelques petits changements au niveau des commentaires, au niveau, je pense que aussi pour les Street Profits, ça doit leur faire un peu de changement. On sent que voilà tout de suite que Vince est plus dans l'oreillette de Michael Cole, que les mecs ont un peu plus de latitude pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils sont partis sur un angle assez classique de voilà, on a deux catcheurs qui arrivent au ring, ils commencent leur déclaration, ils se font couper par un autre catcheur, puis après il y a encore un autre catcheur qui arrive et puis ça s'enchaîne, c'est des trucs assez classiques, hein, les portes de saloon comme on dit. Mais il y avait beaucoup d'énergie dans tout ça. Voilà, on sentait qu'ils avaient besoin de se défouler un petit peu d'un côté comme de l'autre. Et puis on sentait que la chape de plomb peut-être qui était sur l'émission depuis quelque temps avait sauté. On l'a pas expliqué, mais il y a l'histoire de Brock Lesnar aussi qui est dans l'après-midi quand il a appris la retraite de Vince McMahon a quitté l'Arena en menaçant de ne pas venir le soir faire l'émission, peut-être pas venir non plus à SummerSlam. Hein. Ils ont réussi à renégocier avec lui, mais du coup le show a été complètement réécrit à la dernière minute. Du coup on sent que pour l'opener ils ont fait le truc simple et efficace, mais du coup c'était vraiment joliment exécuté avec je trouve les Street Profits qui étaient bien en forme et puis un peu tous ceux qui ont participé au truc, donc c'était un bon démarrage sur les chapeaux de rouge, j'ai envie de dire. Ouais, Letty, toi aussi, ça t'a réveillé? Tu t'es dit, allez, on passe à la suite, on va vers l'avenir?
Oui, 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 ils étaient pleins d'énergie. C'était vraiment intéressant par rapport à l'ambiance qu'il y avait, je trouve, sur les 3-4 derniers SmackDown. Je trouve que ça a un peu Mm. remis un peu dans l'ambiance, remis un peu d'énergie. Les Street Profits qui étaient complètement en feu, les Usos, bon, comme d'habitude, qui étaient en feu aussi. Théorie, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus au micro. Enfin, même si bon, je ne l'aime toujours pas, mais j'apprécie quand même ses promos. On voit qu'il s'améliore et qu'il essaye, quoi. Il bosse, il est là et il montre qu'il est bien là, quoi. Et puis Madcap Moss qui arrive à se mettre dans tous les bons coups en ce moment. Dès qu'il y a quelque chose, il débarque et il assure aussi sa petite partie sur le ring. Et non, j'ai trouvé ça super intéressant et bien hypant pour SummerSlam parce que c'est vrai que ces dernières semaines, c'était pas. J'y allais un peu à reculons en me disant, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Mais là, ça remet un peu dans l'ambiance. Ouais, Matt Capmos, je trouve que c'est un peu l'équivalent à SmackDown de Ezekiel. Et il a C'est fini ça. sa première grosse feud de lancement là contre l'un contre Corbin, l'autre contre Owens. Et maintenant, Mm. il Mm. se case dans les main events, dans les tag team matchs. Pourquoi pas une équipe Matt Capmos Ezekiel, hein, qui sait? Ah, le futur est ouvert Ah, à tout, hein. pourquoi pas? Tu peux même postuler en tant que booker maintenant. Il y a peut-être des places à prendre. Ah bah il y a une place de Sherman même. Alors on y va, hein. On y va. Ouais. Bon, mais tout ça, ça nous amène pas à un match, hein. On n'a pas encore de catch. Heureusement, on va finir par y arriver quand même au bout d'un long lancement d'émission avec une revanche d'un match qui a eu lieu donc il y a 2 semaines, je crois maintenant. C'est Shinsuke Nakamura qui va affronter Ludwig Kaiser, donc le sous-fifre, le sbire de Gunther, notre champion intercontinental. Alors Gunther était pas content du tout que Ludwig Kaiser perde la dernière fois. Il lui avait mis des gros atémis sur le torse. Là, ce coup-ci, il faut se rattraper. Donc, on sent que quand Ludwig Kaiser arrive sur le ring, il a un petit peu la goutte sur le front, hein. Il joue, il joue avec le feu. Heureusement, Gunther, il est loyal envers son fidèle sujet, hein. Il le laisse pas tout seul se démerder avec le japonais. Il va beaucoup, beaucoup l'aider, puisque dès qu'on part à l'extérieur du ring, il va s'interposer, Gunther, il va cacher la vision de Nakamura, il va essayer de l'attraper dans le dos, et puis bah, à un moment donné, il va y arriver, hein, quand Ludwig Kaiser va réussir à pousser Nakamura vers les cordes. L'arbitre, on ne sait pas trop pourquoi, mais ne regarde pas l'action. Gunther va mettre un gros coup de poing à Nakamura, ce qui va permettre à Kaiser de placer son finisher. Et donc au bout de 9 minutes 30, quand même, un bon petit match de catch, nous avons eu la victoire de l'Européen, donc qui n'en revient pas finalement d'avoir réussi à l'emporter. Gunther remonte sur le ring, le féliciter. Ils vont même sur le titantron tous les deux. Et là, Gunther demande à Kaiser de se tenir prêt, de se tenir droit, comme s'il allait recevoir son énorme atémie. Euh, Kaiser, pareil, il transpire un peu, il pleure presque. Mais en fait, Gunther, il lui fait une petite tape, il rigole, il lui lève le bras, il lui dit ouais, allez, c'est bon, t'es bien battu. Mais quand même, il lui fout quand même un gros atémi. Parce que c'est Gunther, parce qu'il est méchant et parce que c'est lui le chef. Tout en lui parlant en allemand. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que l'un d'entre vous... Ah bah, Ringside, la frontière. Tu parles allemand? Tu peux nous dire ce qu'a dit Gunther à Ludwig Kaiser pendant tout ce segment? Il a dit, je suis obligé de faire tout le boulot à ta place, c'est scandaleux. Et donc il lui a mis son atémie dans le truc. Non, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce qu'il a pu lui dire. Ah bah bravo. Je parle très mal allemand. Bon, eux, on sent que tout ce qui se passe autour d'eux, ça les touche pas trop, hein. Que ce soit Gunther, Nakamura et tout ça, ils ont déroulé leur partition habituelle, qui était plutôt sympa. Le match était pas mal entre Nakamura et Kaiser, ça catch plutôt bien. J'ai pas trouvé l'intervention de Gunther super bien exécutée là. J'ai pas trouvé beaucoup d'impact dans le coup qu'il met à Nakamura. Mais sinon, sous la suite des opérations, de bas de cartes autour du titre intercontinental qui, j'ai peur, ne sera pas défendu à SummerSlam. Mal Donc, parti. Hein. c'est mal barré. Bon, moi j'aime bien tous ces gars-là, mais bon, on est en bas de tableau, quoi. Bon, de toute façon, on l'a vu le Voilà. match. On l'a vu Ringside à Paris. Le match Nakamura Gunther, mais oui, tout ça c'est du réchauffé pour nous. Voilà, on a Qu'est-ce que 3 c'est mois que ça? d'avance, nous. On a 3 mois d'avance, tout ça. On est trop à l'avant-garde, tu vois, des fois. Voilà. Bon, Letty, il avait mérité son petit coup d'atémie, Ludwig, ou pas?
le pauvre. Oh, le pauvre, ce coup-ci, je pense pas. Mais après, le match était agréable à regarder, ça va, c'était intéressant. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, ouais, c'est la suite. Parce que autant la dernière fois, bon, qu'ils s'en prennent à Kaiser, je me dis, bon, pourquoi pas, ça colle avec le personnage de il faut gagner, machin. Là, je vois pas forcément l'intérêt, à moins qu'ils veuillent les séparer, mais je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à l'heure actuelle de partir sur un split, en fait. Mm. Et on se retrouve avec, alors que j'avais beaucoup d'espoir par rapport à ça, avec une fois de plus un champion intercontinental qui se bat pas, en fait. Mm. Qui laisse voilà, Ludwig venir se battre, il lui gueule dessus. Voilà, bon, c'est impressionnant, mais voilà, il n'est pas dans le ring, quoi. Ouais, c'est vraiment la suite des semaines précédentes et le traitement habituel du champion intercontinental, C'est comme ça. tu dis, qui se bat pas, et puis ils doivent trouver rigolo de mettre des Atemi à Kaiser, donc on va peut-être Oui, avoir ça ça doit toutes être les ça. semaines. Voilà. Mais oui, moi, je suis comme Letty, j'aime bien les deux et je trouve qu'en plus, bah, le fait qu'il catch Ludwig Kaiser, ça nous montre que c'est un bon catcheur Mmh. et, euh, et, et je crois que c'est Pat McAfee ou Michael Cole, en tout cas, il y en a un des deux qui le souligne souvent, qui dit, oh là là, je crois que McAfee qui dit, oh, que bel athlète, complet, c'est vrai bon, il est pas un peu gringalé, mais il a les tablettes de chocolat, là, Il il est s'est bien construit costaud. un beau physique depuis qu'il est à la WWE. Ah, il est pas dégueu et du coup, parce que bon, s'il y a split rapide, on connaît un peu le genre. Hein, c'est pas les deux réussiront pas à faire carrière en solo dans la foulée, je pense. Mmh. Donc c'est un peu dommage pour. Déjà, moi, je suis très déçu. J'ai déjà dit plusieurs fois que on n'est pas surfé un peu sur le côté clan, le côté Imperium, le côté les Mmh. Européens méchants qui arrivent. Bon, ils sont deux, pourquoi pas, le chef et puis son adjoint, son petit caporal. Ils pourraient faire très mal s'ils étaient intelligemment associés. Et là, pour le moment, oui, ça reste un peu le méchant colonel là qui fait des brimades et tout. Euh, bon, j'espère que ça va se tasser et que ça va pas aller vers un split ou une séparation trop vite. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le rôle du. Finalement, il fait bon être champion à la WWE. C'est un peu comme d'être promu chef dans une entreprise. C'est dès que t'es champion, t'as le droit de plus rien foutre. Mmh. Et c'est un peu dommage. C'est ça. Ouais, on dirait qu'ils avaient prévu de les mettre en équipe et puis qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de titre en jeu. Alors on dit bon, bah, on va le faire champion intercontinental et puis l'autre il catchera à sa place. Ben, ouais. Mm. Si la WWE avait une vision à long terme, on pourrait se dire qu'ils avaient peut-être prévu ce programme-là du temps de Rick Boogs et qu'il y avait une tag team prévue et tout, mais je suis pas sûr qu'ils avaient prévu il y a 3 mois ce qui allait se passer cet été. Ouais. Donc, mais c'est ça. Là, on touche, comme tu dis, ringside, je trouve, à la limite des fusions des ceintures. Hein. S'il y avait une tag team à Raw et une tag team à SmackDown, on pourrait très bien imaginer Imperium contre les Usos, ou contre les Street Profits, ou contre le New Day, ou contre les Brawling Brutes, ou tout ce que tu veux. Mais bah, dès qu'il y a plus de ceinture, ça reste. C'est censé. On a toujours dit que c'était les champions qui faisaient les ceintures, mais bon, mine de rien, c'est quand même les ceintures qui sont censés faire les FUD et quand il n'y a plus de ceinture, ben, on se dispute pour pas grand chose. C'est ça qui est un peu dommage. Là, visiblement, Nakamura vise même pas la ceinture intercontinentale. Alors Bah, il l'avait demandé si au il l'avait début. demandé, ouais, mais bon, finalement, ça tourne plus autour de Kaiser qui se fait maltraiter que de la volonté de Nakamura de devenir champion, quoi. L'accent n'est pas mis où il faut, je dirais. Eh oui. Oui, bah, c'est souvent ça, hein, la WWE. Ça, je sais pas si Vince ou quoi, il changera quelque chose, mais souvent la ceinture, c'était le truc secondaire et l'enjeu, c'était autre chose. D'ailleurs, en parlant de ceinture, on a vu par la suite dans les coulisses la championne féminine de SmackDown. On n'a pas encore fusionné les ceintures là, chez les filles. Liv Morgan et Ronda Rousey qui vont se faire backstage une petite interaction en se disant que voilà, bon, bah, elles vont s'affronter à SummerSlam et puis chacune dit qu'elle va battre l'autre. Est-ce que Letty, t'as retenu quelque chose d'intéressant de tout ça? Pas grand-chose. Voilà, enfin, c'était une promo classique, quoi. Je vais te battre, non, c'est moi qui vais te battre, et voilà, quoi. On se revoit plus tard, et voilà. Il n'y avait pas. Voilà, voilà. C'était Ouais. pas, voilà, c'était pas une promo dont on va se rappeler encore dans un an, quoi. Oui, même dans un Même, mois, je pense. voilà, j'allais dire même pas la semaine prochaine, mais Ouais. voilà. Ouais. Ouais, Donc ça aide. c'est moins que le minimum syndical, hein. Ouais. Mais bon, voilà, on sait les limites de Ronda au micro.
Vous pouvez guère faire plus que ça, autant que ce soit rapide et qu'on passe à autre chose. Tout à fait. Bah écoute, on va passer à autre chose, comme tu le dis. La suite, on se préparait gentiment là avec les commentateurs et puis bah, Happy Corbin, notre cher Corbin, est venu attaquer Pat McAfee encore et se barrer à toute vitesse. McAfee l'a poursuivi dans les coulisses, donc on s'est retrouvé avec une session où on a tous les officiels, là on voit les Adam Pearce, les uns et les autres en cravate là qui séparent tout le monde. Et puis ben McAfee quand même il a un boulot, hein, c'est commentateur, donc il revient à son poste, mais au passage il passe sur le ring, il prend le micro et en disant que voilà Corbin, voilà, et il attaque par derrière, il est lâche, mais qu'à SummerSlam, Pat McAfee, il va battre Corbin, et puis voilà, et ça, il y avait un peu plus que le minimum, là, ringside, non? Ouais, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt des gens pour Pat McAfee. Voilà, il y a eu. Alors j'ai bien aimé l'interaction surprise de Corbin là, qui a mis un bon big boot dans la face, qui l'a bien explosé contre la table, contre les barricades. Mais derrière, j'étais un peu choqué parce qu'il a pas vendu du tout. McAfee s'est tout de suite relevé, tout de suite parti à la poursuite de Corbin. Ça s'est battu dans les vestiaires un petit peu. Ouais, voilà, moi je suis pas du tout fasciné par ce Pat McAfee là. Bon, il est hyper populaire, ça marche. Le Corbin, il fait bien le boulot. Voilà, on aura le match à SummerSlam. Généralement, quand Corbin est là sur un truc comme ça, avec une personne comme Pat McAfee qui est pas catcheur non plus à 100%, il arrive quand même à gérer Corbin, donc je dirais qu'on peut peut-être s'attendre à quelque chose de potable, mais honnêtement, moi ça me passionne pas du tout en fait. Alors Letty, un peu plus passionné peut-être? Pas beaucoup, un petit peu quand même. Enfin, moi, j'aime bien Pat McAfee, donc voilà. Enfin, moi, j'aime bien son énergie, j'aime bien voilà ce qu'il nous vend quand il est au micro. Après, voilà, Corbin qui vient attaquer à chaque fois. En fait, je trouve que au niveau de la feud, on est juste sur Corbin qui attaque et McAfee qui répond au micro. Mais moi, j'aimerais bien les voir au micro les deux ou sur le ring les deux. Mais je sais pas si vous voyez, mais qu'il y ait quelque chose d'équitable en fait. Parce que là, en fait, Corbin, on a l'impression que c'est vraiment juste la grosse brute qui vient, qui tape et qui parle pas. Et McAfee, la victime, qui vient après se défendre au micro. Et j'aimerais bien que ce soit un peu plus équilibré, qu'il y ait un peu plus d'échanges verbaux, on va dire, entre les deux, quoi. Ouais, surtout que Corbin a joué maintes et maintes personnages à la WWE ces dernières années, on peut pas lui reprocher C'est ça, ça. et il est tout à fait capable de sortir un petit truc à la con, là, une promo contre Pat McAfee. Effectivement, il manque De d'une répondant. voilà, c'est ça. Il nous manque les raisons de la haine, je trouve. Ils se mettent sur la gueule, mais c'est pas pourquoi. C'est ça. On ne sait pas du tout. Voilà, on sait pas du tout. Bon, en général, à la WWE, on n'a pas besoin de savoir, et d'ailleurs, ça va être un peu la suite, le segment suivant. On va partir sur la division tag team, justement, avec les Viking Riders, qui sont, voilà, typiquement, ils sont devenus, c'est quoi la formule? New and... Et vicieux. et New and... Oui. ouais. Voilà, donc ils sont nouveaux, ils sont vicieux, mais on sait pas Mm. pourquoi, mais ils sont devenus comme ça. Et ils affrontent les Indiens, Jinder Mahal et Shanky, avec le New Day au commentaire, avec Kofi Kingston qui a une espèce de masque de licorne. Et puis et toujours Shanky dans cette espèce de pseudo gimmick où voilà il danse quand Jinder Mahal a le dos tourné, mais Jinder Mahal visiblement ça l'énerve, donc on sait pas trop s'ils sont heel ou face ou où est-ce qu'ils sont eux. On s'en fout un peu en vrai parce que le match durera même pas 2 minutes. Très rapidement à l'extérieur du ring, Jinder Mahal va être envoyé contre les deux New Day. C'est un joli spot là où il a bien volé, ils ont tous bien volé. Sauf qu'en fait, ça fera juste un compte à l'extérieur de 10. Donc les Indiens ont perdu, les Viking Riders ont gagné, le New Day pas trop content. Bon, voilà, et c'est dommage qu'il n'y ait pas une ceinture tag team propre à SmackDown, je trouve, non? Qu'est-ce que t'en penses, Letty? Oui, bah, c'est tout à fait ça. C'est que tu prends la même rivalité qui n'a pas grand sens, tu rajoutes une ceinture, au moins il y a un intérêt, enfin il y a quelque chose, tu te dis, bon voilà, ils veulent les ceintures. Mais là, en fait, ils sont là tous les six, ils tournent un peu en rond parce que il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de possibilité de
de faire quelque chose de plus. Donc, ils sont là, ils se battent, ils s'aiment pas. Bon, voilà. Enfin, je trouve que ouais, c'est un peu random, quoi. Ça tourne un peu en rond et enfin, je vois pas trop d'avenir. Je sais pas ce que ça va pouvoir donner dans les prochaines semaines, en fait, cette histoire. Ouais, sachant que le New Day Mm. déjà, on a passé des mois de tourner en rond avec les C'est ça. Brawling Brutes là. Et Mhm. puis voilà, Mm. ils ont switché de monstres en face, mais ça a pas changé grand chose. Ouais, Ringside, c'est un peu générique tout ça. Ouais, clairement, ouais. Bon, on essaye de builder un peu les Viking Raiders avec leur nouveau gimmick. Donc, ils sont nouveaux, hein, et ils sont vicieux, comme tu l'as dit. Bon, il y aura rien de spécial à part qu'ils ont un nouveau maquillage. Le New Day, ils font le maximum pour faire tenir tout ça. Faut avoir on a encore Jinder Mahal, Shanky dans les pattes. Bon, tout ça se terminera sur un match, hein, puis on verra bien qui gagne. Ouais, le petit truc à remarquer, c'est que ils étaient au micro, hein, le New Day avec les commentateurs, et ils ont mentionné la New Japan Pro Wrestling et la Ring of Honor quand ils ont parlé de leurs adversaires, les Viking Raiders, hein, ils ont donné un peu leur palmarès. Donc voilà, ça ça se faisait très 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 rarement, quasiment interdit à la WWE. Voilà, maintenant que Vince a pris sa retraite, et voilà, ils se permettent des choses. Et je pense qu'il faudra surveiller quand même le New Day parce que maintenant, s'ils ont les mains libres, s'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, on va peut-être avoir quelque chose qui va se passer avec eux. Mais bon, pour l'instant, en l'état, sur le segment de cette semaine, il y avait vraiment rien d'exceptionnel, hormis un beau jeté de Jinder Mahal quand même qui a fait une belle petite cascade là sur le New Day. Ouais, c'est ça. Et Mm. le New Day peut-être, mais Mm. moi je trouve que là on a depuis presque 1 an et demi, 2 ans, enfin depuis que le New Day a un peu splitté au faveur de Biggie, le New Day c'est un peu perdu, hein. On voit bien que quand c'est question de fusion de ceinture et de méga champions, c'est les Usos, c'est les Mm. Street Profits, c'est RK Bro qui était là, mais les New Day ça fait un petit moment qu'ils ont marqué le pas, qu'ils sont un peu devenus has-been. Donc on espère un réveil du New Day. Et Moi, j'aimais bien Xavier Woods en solo et ouais, ouais. ils sont pas restés là-dessus. Ils les ont mis Avec en King équipe. Woods, ouais. Voilà, King Woods. Et là, comme on est en bas de tableau au niveau des tag teams quand ça concerne pas les Usos ou la Bloodline, on a des rivalités de bas de tableau avec des segments de bas de tableau. Voilà, ils ont beau essayer de faire des blagues et tout ça, ça reste complètement dispensable en fait. Oui, légèrement. En parlant de bas de tableau, de tag team, de tout ça, on a cité leurs noms, donc on va passer à eux. Nous avions les Brawling Brutes là, qui sont venus sur le ring, donc Sheamus et tous ses compagnons. Alors là, pour le coup, eux, ils ont franchi un certain palier, hein, après des mois à tourner avec le New Day. Sheamus, ça fait des semaines qu'il est dans une confrontation avec son ancien ami Drew McIntyre. Et l'enjeu de tout ça, c'est un shot pour le titre mondial lors du prochain grand show qui va avoir lieu en Europe, là, le Clash of the Castle, qui est quand même un truc énorme qui va nous arriver. Faut quand même bien se rendre compte que c'est sûrement du fait, à cause ou grâce à la date de ce show, qu'on a un SummerSlam en juillet cette année, parce que ça c'est début septembre, ça va être le show suivant. C'est vivement que SummerSlam passe quelque part, qu'on se rende compte un peu de ce qu'ils vont vouloir nous mettre comme casting pour ce pay-per-view. Moi, je suis assez curieux. Et Mhm. donc voilà, Drew McIntyre, il avait demandé un match, et puis on lui a pas donné, et du coup, il doit affronter Sheamus, mais ils arrêtent pas de faire des. On dirait que Sheamus, il est dans sa feud contre Cesaro, là où ils doivent s'affronter 7 fois et savoir qui gagne. Bref. Oui. Sauf qu'ils s'affrontent pas. Ouais, c'est ça, ils s'affrontent même pas. Donc Sheamus, il a un Ils s'affrontent problème, pas 7 fois de suite. c'est ça. Et ce qui le dérange, c'est l'épée de Drew McIntyre. Là, il aime pas que Drew McIntyre vienne avec son épée. Il dit que c'est dangereux, que c'est un outil dangereux. Bon, Drew McIntyre, il vient sur le ring. Il y a Ridge Holland et Butch qui descendent. Et puis, Drew McIntyre, lui, il nous fait une espèce de promo un peu enflammé, passionné, où il dit mais putain, Sheamus, mais qu'est-ce que t'es devenu là, mec, on a une chance pour... tu vois bien, Roman Reigns, il est jamais là, on a un champion qui est jamais là, toi et moi, on est des fighters, là, on veut devenir ce champion combatif que tout le monde mérite, on a une chance pour ça, pour le premier show en Europe depuis 25 ans à la télévisée. Allez, putain, on se met sur la gueule, on se bat, quoi, on le fait ce truc.
Et Sheamus, il dit non, 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 pas ce soir, hein, comme souvent le font les heels. Il dit la semaine prochaine, ok. Qu'est-ce qui change entre cette semaine et la semaine prochaine? Eh bien, Sheamus, sur le ring, il y avait une sorte de petite table recouverte d'un drap. Il nous soulève le drap et il nous révèle qu'il veut défier Drew McIntyre dans un good old Irish Donnybrook match. Donc un match, pas de décompte extérieur, pas de disqualification. Par contre, pas d'épée, mais on peut se mettre sur la gueule avec les cannes irlandaises là que Sheamus utilise beaucoup, qui s'appellent a priori, d'après mes recherches, les Shillelagh Logs. Je sais pas si je prononce bien Les Shillelagh. Shillelagh. C'est Ouais, imprononçable. ouais, bah, c'est de l'irlandais dégueulasse. Voilà, voilà. Et du coup, bah, Adam Pearce arrive et il dit bah oui, oui, en fait, très bonne idée, on fait ça la semaine prochaine, vous mettez sur la gueule, le gagnant, tout ça. Et Sheamus, il est content, c'est bien qu'un heel soit content qu'un match soit booké parce que ça arrive rarement, en général, ils font la gueule. Mais le temps qu'il se retourne, Drew McIntyre a dégainé son épée et lui sectionne le bâton, hein, évidemment. Ah non, Ouais, le bâton. Juste le bâton et il est pas content, Sheamus. Bon, quelque part, enfin ça avance. Moi, je trouve qu'on a eu une belle promo, surtout de Drew McIntyre qui se réveille un peu. En revanche, moi, mon interrogation, c'est pourquoi on met pas ce match-là à SummerSlam? Est-ce qu'on a déjà... Tiens, il faudrait que je regarde, j'ai pas pris le temps. Est-ce qu'on a déjà une carte si remplie pour SummerSlam? Letty, ça te motive là, cette espèce de stipu? Tu sens qu'on part sur un gros match comme ils avaient pu nous faire il y a quelques mois ou ça sent encore le coup tordu? Je pense que ça peut être un bon match. Et en fait, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est la semaine prochaine et pas à SummerSlam, en fait? Parce que ça pourrait être quand même, surtout qu'il y a quand même la place pour de challenger en jeu. Donc, ça aurait, à mon sens, en tout cas, toute sa place dans un pay-per-view. Après, au moins, ça avance. Peut-être qu'il va se décider à venir se battre, on ne sait jamais, avec un peu de bol. Et puis, non, enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, Drew en feu au micro, comme d'habitude. Et puis, c'était avec la petite interrogation voilà, de la semaine prochaine, parce que forcément, dans le match, s'il n'y a pas de disqualification, tout ça, on a nos deux amis bien énervés qui vont intervenir. Donc voilà, moi, je me dis peut-être qu'on aura une petite surprise, quelqu'un qui va venir aider Drew, je sais pas. Je me pose plein de questions, mais en tout cas, je suis bien hypée par ce match. J'ai bien envie de le voir, hein. Ringside, pareil. Alors, au passage, j'ai eu le temps de checker. On a déjà 8 matchs sur la carte de SummerSlam. Donc, il y a 8. ouais, il y a le 8. fameux match de Roman Reigns et Brock Lesnar. Il y a Liv Morgan et Ronda Rousey. Il y a Pat McAfee. Il y a Bobby Lashley qui défend son titre. Les Usos aussi. Bianca Belair aussi. Puis il y a Riddle Rollins et le Miz Logan Paul. Donc, il y a peut-être quelques matchs qui seront Allez, ouais. courts, mais Ouais. même les guests comme McAfee ou Logan Paul, ils peuvent nous faire 10-15 minutes de match. Donc, on est peut-être un peu serré, ouais. Ringside, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, alors moi je suis toujours chaud pour un McIntyre Sheamus, surtout ils nous l'ont promis plusieurs fois et au final on a toujours eu soit Ridge Holland, soit Butch à la place, soit rien du tout. Bon, ça fait des semaines qu'elle est complètement pourrie, hein, cette rivalité là. Tous les segments étaient nazes. La semaine dernière, c'était complètement pourri. Par contre, cette semaine, on a un McIntyre en feu qui fait une grosse promo. À l'instar du New Day, je pense qu'il est aussi à surveiller McIntyre parce que là, du coup, c'est pareil, moins de pression. Peut-être qu'il va réussir à prendre en main son personnage comme il le souhaite, un peu différent de l'espèce de super-héros musclore avec son épée là insipide, toujours souriant là, qu'on nous a refourgué depuis des semaines. Je pense qu'il a de l'ambition, McIntyre. Je pense il sait très bien et qu'il a le potentiel, qu'il devrait être le top guy aussi de la fédération. Peut-être pas au niveau de Roman Reigns, mais pas loin. L'équivalent good guy de Roman Reigns, on va dire. Donc maintenant qu'il a peut-être moins de pression au-dessus de lui pour rester à sa place et pas faire de l'ombre aux gens qui sont au-dessus, Lesnar et compagnie. Peut-être qu'il va se prendre en main comme il l'a fait ce soir et sortir des promos plus percutantes que ce qu'il a sorti les dernières semaines. C'est l'espoir que j'ai pour la suite. Sinon, je trouve que, hormis le speech de McIntyre, je trouvais que le reste c'était un peu pourri. Sheamus, il joue la même partition que le Miz, on dirait, quand il était avec son entourage, le Miz. Voilà, il fuit le combat quoi qu'il arrive. On nous ressort les Shelley. Alors les
Shelley, ça avait été mis un peu, c'était rendu célèbre par Finlay à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Eh oui. Qui aimait se battre, il venait toujours avec sa matraque. Voilà, donc on est dans la tradition du catcheur irlandais. Voilà, maintenant j'espère que la semaine prochaine ils vont nous faire un gros spectacle, même si c'est pas à SummerSlam. En main event de SmackDown, ça peut être super d'avoir ce combat sans décompte extérieur. Ils vont se battre dans l'arène et tout. Donc voilà, là-dessus je suis un peu hypé. Par contre, du début à la fin, je trouve que cette rivalité, elle était complètement bidon. Mais bon, pour le coup de l'espoir, pour peut-être avoir un McIntyre qui sort du lot dans les semaines qui suit ce qu'il a montré ce soir, je trouve que c'était vachement intéressant. Ouais, c'est l'espoir que j'ai. Moi, je trouve que la feud a été un petit peu longue, mais bon, ils aiment bien nous frustrer. Et puis, c'est une feud qu'on a déjà revue, bien sûr, et sur laquelle peut-être malheureusement, comme il y a eu beaucoup entre ces deux hommes, il manque un certain suspense. Hein, on voit qui est au-dessus de l'autre, mais je pense qu'ils ont, on l'a déjà dit, hein, mais ils ont 5 ou 6 semaines. Il faut nous builder Drew McIntyre en adversaire crédible, probablement à Roman Reigns ou même à Brock Lesnar, hein, on ne sait pas trop. Pour ce fameux Clash of the Castle où il est quand même. Enfin voilà, encore une fois, est-ce qu'on est spoilé ou pas, mais il est sur l'affiche, c'est lui la star, c'est lui le gros produit. On a du mal à imaginer autre chose. C'était d'ailleurs étonnant, il nous l'avait balancé très tôt, hein, post-WrestleMania, souvenez-vous. Il était en tag team avec les RK Bro. On se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 mois? Il n'a pas fait grand. C'est le premier pay-per-view en Europe depuis 30 ans, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est l'enfant du pays, McIntyre, donc je pense qu'il y a un enjeu au niveau pour remplir le stade qui est pas banal quand même pour ce show-là. Ouais, je sais pas où ils en sont. Ils nous parlent de 70 000 personnes, hein, donc c'est quasiment un petit WrestleMania. Ouais, clairement. Ouais. On est dans les délires des super, je sais plus comment on appelait ça là, comme ils avaient fait en Australie. Super Showdown. Super Showdown, voilà. Ouais. Donc à voir, mais je suis effectivement étonné. Après, pourquoi pas, hein, sachant que finalement ce match-là est un match énorme. Moi, mon espoir, c'est qu'on ait un énorme match de ces deux mecs, au moins 20-25 minutes. Et que du coup ça soit vraiment la star du soir, ce qui définitivement n'aurait pas été le cas à SummerSlam, puisqu'il y a déjà la grosse affiche, le Last Man Standing, donc ça aurait fait peut-être beaucoup. C'était peut-être histoire de diviser un peu les gros événements, mais bon, après c'est toujours pareil, oui, est-ce que c'est important ou pas dans une carrière de catcheur? Ça veut dire que ces deux-là ratent un SummerSlam, bon, c'est un peu dommage. Mais peut-être que le gagnant fera un petit coucou quand même, une petite apparition micro ou un petit truc. C'est pas de toute façon, il y aura du monde. Hein. Ce Last Man Standing match, à mon avis, on va aller très loin là, à SummerSlam, entre les Bloodline, les théories, éventuellement Drew McIntyre ou autre. Il y a moyen qu'on ait un bel overbooking et tout le monde qui se foute sur la gueule. Ça serait peut-être une bonne solution d'ailleurs de compenser les éventuelles faiblesses de Lesnar ou Reigns qui commencent à moins catcher, à avoir un certain âge, mais si on se retrouve avec du bordel tout autour du ring, moi je pense que ça pourrait être assez chouette. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en est pour les Européens la semaine prochaine et on découvrira si c'est vraiment un beau choix ou si ce Irish match, ça finit comme certains matchs à stipu un peu pourris qu'ils ont pu nous faire avec les instruments de musique, là où tout le bordel des dernières années. On ne sait jamais. Et la WWE, tant que c'est pas fait, on peut toujours espérer, quoi. Exactement. L'espoir. L'espoir. Alors, il y en a une qui avait de l'espoir ce soir quand elle est arrivée. C'est Sonya Deville qui est toujours là, qui a plus de rôle de pouvoir, hein, mais qui vient justement en profiter pour se foutre un peu de la gueule d'Adam Pearce en lui disant bah voilà, depuis que je suis plus là, c'est le bordel, il y a rien qui se passe bien dans ton show. Adam Pearce lui dit écoute, ok, bah de toute façon, toi ce soir t'affrontes Raquel Rodriguez. Bon. On aura le match un peu plus tard. Raquel Rodriguez qui a le droit à son entrée musicale. Je sais pas si c'est pas une des premières fois qu'on l'entend vraiment. En tout cas, ça m'a surpris. Je l'avais pas fait gaffe. Et Raquel Rodriguez, bon, voilà, va gentiment battre Sonya Deville en 3 minutes à peu près sur son finisher spectaculaire. Hein, ça, il faut le dire, sa grosse powerbomb là qui jette la petite brune sur le sol. Mais on reste dans le Sonya Deville qui perd, hein, en fait, finalement, ça n'avance pas beaucoup. Écoutez, si ça vous dérange pas, on va faire un lot commun avec Lacey Evans qui devait affronter Aliyah ce soir. Aliyah, elle a fait son entrée, elle a été toute sage, toute mignonne comme d'habitude, première de la classe. Et Lacey Evans, elle est revenue, elle a encore dit que les fans ne la respectaient pas.
Elle a foutu un woman's right à Aliyah et elle est partie. Donc voilà, on a eu 3 minutes de match pour 2 segments féminins. Ringside, grand fan du catch féminin, tu étais aux anges, j'imagine. J'aime beaucoup Aliyah. Oui. Mais pas pour les bonnes raisons, comme on dit. Letty, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Est-ce que tu as regardé SmackDown en version française ou est-ce que tu l'as regardé la version américaine? Américaine. D'accord. Alors moi, j'ai regardé en français et Oui. il y a quelque chose à noter. Ça t'intéressera aussi, Raphaël. Je pense que ça intéressera tous nos auditeurs. Il y avait un segment en plus avec Ronda Rousey. C'est-à-dire qu'à la fin du match, une fois que Sonya Deville s'est fait battre, elle a pris le micro, elle a commencé à dire qu'elle était pas contente, etc., etc. Et il y a Ronda Rousey qui est arrivée et qui lui a fait son armbar en tournant la caméra en disant Liv Morgan, c'est pour toi. Mais pourquoi ils n'ont pas eu ça, les Américains? Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. J'avoue que j'ai été surpris. Voilà, parce que j'ai regardé en VO et en VF le soir. Parce que j'avais vraiment rien à foutre ce week-end. Ah ouais, tu regardes 2 fois le même SmackDown? Ah, je suis un peu fou. Non, mais je voulais voir comment Christophe Ajus et les Français géraient le départ de Vince, quoi. Et alors, ils ont pleuré? Bon, ils ont été pros, voilà, rien de spécial. Rien de spécial à soulever, hormis le fait qu'il y avait ce segment en plus. Autre anecdote rigolote, NXT UK derrière, parce que ça passe en France maintenant. Vous savez qu'il y a Amal à NXT UK, notre française. Oui. Elle avait un segment backstage à NXT UK. Et ben ils l'ont coupé au montage pour la version française. Oh les salauds. C'était un petit peu bizarre. Je sais pas qui est le con qui fait le montage pour la version française, mais bon. Et puis voilà, bah pour en revenir à nos moutons, tout ça, l'un comme l'autre, moi je trouve ça complètement nul. Voilà, j'ai genre aucun intérêt ni pour la rivalité Ronda. Liv Morgan, mais c'est même pas ce qui nous intéresse. Voilà, Sonya Deville, moi j'en peux plus. Raquel Rodriguez, c'est une rookie, il y a encore du boulot. Et pareil, Lacey Evans, ça fait des semaines qu'elle fait la même chose. Bon, c'était marrant de la faire tourner heel comme ça. Mais bon, j'y crois pas non plus à Lacey Evans, donc voilà, c'est 0 pointé sur toute la ligne en fait. Et laissez vers Ringside, Letty, un petit peu de solidarité féminine ou pas du tout? Malheureusement, non. Oh, c'est pas possible. Pas du tout. Pas pour sauver l'autre. Non, il n'y a pas grand-chose, oui, à retenir. Et puis, ça me passionne pas, en fait. Sonya Deville, elle est juste... ouais, c'est saoulant, quoi. On a l'impression qu'ils essayent de faire un truc, en plus, avec Adam Pearce, mais c'est même pas toutes les semaines. C'est une fois de temps en temps, je pense qu'il leur manque 3 minutes, voilà, qu'il faut tuer. Et du coup, ils sont en backstage et ils se balancent des trucs dans la tête, mais je vois pas l'intérêt. Et puis... Lacey Evans, ça tourne en rond. Voilà, ils l'ont fait turner heel de cette façon. C'était bien. 1 fois, 2 fois, c'était déjà un peu lourd, mais 3 fois de suite, voilà. Il faut qu'elle trouve à se renouveler un petit peu, quoi. Ouais, puis ça nous prive d'un match d'Aliyah, alors que quand même, c'est bien, quoi. En plus. Oh, ouais. Non, mais le seul élément que j'aime bien, moi, c'est Raquel Rodriguez qui s'en sort plutôt pas mal, qui gagne et qui s'en va. Mais Sonya Deville, je trouve que c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette fille dans le personnage et même dans l'in-ring, mais ils auraient dû s'inspirer de ce qu'ils ont fait à sa copine Mandy Rose, quoi. Ils auraient dû lui mettre un vrai clan, pas juste la manageuse qui envoie Ronda Rousey, qui envoie, qui c'est qu'elle envoyait d'ailleurs régulièrement là, Doudrop ou je sais pas qui. Ou Tamina, ou je sais plus qui. Enfin bref, quand elle était contre. Mais c'est joli, même mon cerveau n'est Ouais. pas capable de ressortir ce genre de souvenir. Pardon. Je ne sais plus non plus. Ouais, voilà. Enfin bref, elle a envoyé. Ah, mais si, elle a envoyé Shayna Baszler, je me souviens, contre Naomi là. C'est vrai. Oui, ouais. Voilà. Donc Puis Natalia de temps en temps, non? Ouais, bon, bref, mais c'est dommage, ouais. Ils vont pas trop au bout du truc et ça tourne effectivement un peu en rond.
Donc on a beaucoup dit que ça tournait en rond ce soir. Jeff Jarrett, est-ce qu'il radote ou pas Jeff Jarrett? Parce qu'il est venu. Alors Jeff Jarrett, c'est quand même un peu bizarre. C'est quand même l'arbitre du match entre les Usos et les Street Profits à SummerSlam. Jeff Jarrett, c'est quand même une légende du catch. Là, on a annoncé que c'était lui l'arbitre comme ça sur un petit clip. Et puis là, il est même pas là dans l'arène, il est là en coulisses juste et il nous dit que bon bah en gros il est content d'être arbitre. Est-ce que Letty, toi, ça te parle, Jeff Jarrett? C'est une personnalité qui donne envie de la voir ou c'est un hockey boomer pour toi? Ça me parle. Après, là, c'est ce que je disais déjà la semaine dernière, je vois pas l'intérêt. En fait, ça n'a aucun sens d'être annoncé aussi en avance. Et pourquoi lui? En fait, c'est ça, c'est que souvent, quand il y a des arbitres spéciaux, il y a quand même un lien, quelque chose avec l'histoire en cours. Et là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je comprends toujours pas, en fait, l'intérêt de le ramener, lui, spécifiquement, pour être arbitre spécial, hein. Oh, c'est parce qu'on est à Nashville, je pense, ringside, c'est Oui, la seule raison. sûrement. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est la seule raison. Ils se sont dit, tiens, on va faire venir. Ils venaient de le réembaucher, hein, ce bon vieux Jeff Jarrett. Hein, dans les coulisses, je crois qu'il s'occupe de produire les live events maintenant. Ah, Jeff bah écoute, Jarrett, le prochain show à précisément. Paris, peut-être. Voilà, bah ouais. Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs qui s'est occupé du show parisien. Euh, ouais, bon, bah c'est un mec qui a une grosse carrière, enfant de la balle. Hein, son père, il était aussi promoteur de catch. C'était les promotions de Nashville hein, qui avaient énormément de succès. Euh, c'est l'homme qui a extorqué 1,5 million à Vince McMahon quand il était champion intercontinental et que son contrat est arrivé à expiration. Ils avaient oublié de renouveler son contrat. Et, du coup, lui, il partait à la WCW et Vince McMahon a dû lui lâcher 1,5 million, je crois, pour qu'il vienne catcher à un pay-per-view où il était annoncé. Et je crois que c'est avec ce fric qu'il a monté la TNA, donc c'est un mec qui est important dans le monde du catch. Non, aucun rapport avec effectivement avec la feud entre les Usos et les Street Profits. Et puis bon, il est plus très pertinent depuis des années. Jeff Jarrett, j'ai peur qu'il s'immisce un peu trop dans le match en plus, qu'il y ait de l'overbooking, que ça nous plombe un peu le truc. On va dire qu'on est content de le voir quand même. On est content qu'il soit vivant, c'est la Un bonne peu, nouvelle. un peu Madeleine de Proust, quoi. C'est ça, c'est pour faire plaisir aux anciens. Mm. Dans les déceptions de la soirée, probablement, non, pas déception, allez, je coupe au montage, on la refait, je ne veux pas vous influencer, mais nous attendions quelque chose ce soir. Nous attendions la révélation de la présence de Maxine Dupree, la sœur de Max Dupree, pour venir nous parler de l'agence Maximum Male Models. Mais Maxine Dupree aussi, on la verra que dans un clip vidéo avec Massey et Mansoir, ces deux employés. Et donc Maxine Dupree n'est pas une figure connue. Hein. Maxine Dupree, visiblement, n'arrive pas spécialement d'un show NXT ou d'une carrière indie pertinente, mais Ringside, qui sait tout, nous en dira un petit peu plus. Par contre, la triste nouvelle, c'est qu'il semblerait bien, un peu plus de catch-up, que Maxine Dupree fasse un petit peu sa Stephanie McMahon et prenne la relève, et que Max Dupree parte rejoindre Elias dans les tréfonds de la retraite WWE. On ne le verra plus, Max Dupree, Ringside, ce sont tes sources? Oui, effectivement j'ai mené l'enquête, donc c'est fini pour Max Dupree. Maxine Dupree, alors elle vient quand même d'NXT, hein. Elle s'appelait Sophia Cromwell, mais bon, je pense que toi comme moi ou Letty, on l'a jamais vue. Hein. Elle faisait partie d'un clan apparemment avec le grand Von Wagner et Monsieur Stone. C'est une ancienne pom-pom girl en fait. Cheerleaders, comme on dit. Voilà, elle prend la place de Max Dupree qui nous a fait rêver et apparemment, il semblerait que ce soit la dernière décision de Vince McMahon. Donc ça fait 2 semaines qu'il était au courant, Max Dupree, quand il a fait sa dernière promo apparemment. Il savait déjà qu'il serait écarté de ces segments avec Maximum Male Models. Donc voilà, c'est triste quoi, parce qu'on était
enchanté par les performances de ce Max Dupri, qui portait à bout de bras des segments quand même assez déstabilisants avec Massé et Mansoir. Pas facile d'exécuter ce type de segment. Ben voilà, ça paye pas. La récompense est pas là pour Max Dupri, qui est envoyé au vestiaire. Donc voilà, il était temps qu'il dégage, le vieux dégueulasse de Vince McMahon et ses idées de merde là, venir nous pourrir le show toutes les semaines. Hein, voilà, on a des grands talents et voilà comment on est récompensé. On va devoir se recoltiner des semaines de blondasses là qui ont aucune personnalité. Mansoir et Massé là, ils vont être enterrés tous les deux, comme il a enterré tous les catcheurs depuis le début là, toujours vouloir survendre ces mêmes tas de muscles là qui nous vend depuis des décennies là, les John Cena, les Hulk Hogan là. Voilà, bah il est temps de tourner la page. Adieu le vieux dégueulasse là, Vince McMahon, merci bien et bon débarras quoi. C'est du calme, Rick, ça, et du calme. Letty, ramène-nous un petit peu de raison dans tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Max Dupri? Après, c'est dommage, il avait réussi pour un truc qui me semblait complètement crétin quand la première fois qu'il nous a présenté ça. Finalement, il a réussi à nous vendre le truc parce qu'on a envie de voir la suite, alors que c'est quand même des segments qui étaient quand même assez particuliers. Mais après, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, j'ai vu 2, 3 trucs, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai, donc j'en parle pas. Mais après, voilà, au niveau de Maxime Dupri, bon, voilà, ça m'a semblé, enfin, la promo m'a pas paru hyper intéressante et ouais, il n'y a pas de charisme, enfin, elle n'a pas le charisme de Max Dupri, ça c'est clair. Et ça va être compliqué de continuer ces segments-là si elle est seule pour gérer le truc. Et j'ai bien peur qu'avant d'avoir réussi à faire quoi que ce soit, voilà, il se retrouve enterré quelque part dans un coin et qu'ils ne reviennent pas tout de suite, en fait. Nos deux top modèles, voilà. Mm. Et il se dit qu'il se fait mal voir, qu'il s'est fait mal voir dans les vestiaires, Max Dupri. Oui, apparemment. Ouais. Il a pas, voilà, il s'est pas comporté comme il fallait. Il a dû énerver les mauvaises personnes et c'est pour ça que qu'il est puni en quelque sorte. C'est pas beaucoup plus, mais c'est une grosse déception quand même. Ah, c'est arrivé aux mises avant lui. Peut-être qu'il rebondira, mais bon, il est plus tout jeune, Max Dupri. Ouais, c'est pas la première fois qu'il arrive à la WWE qu'il se fait virer en fait. Hein. Donc, à voir. Que je vois pas du tout. Je sais pas, c'est assez bizarre ce genre d'événement comme ça où un mec se fait blacklister alors qu'il fait du très bon boulot. J'avoue que j'ai du mal à comprendre quand même. Oui, c'est peut-être on sait pas en coulisses ce qui s'est passé exactement. Après, c'est sûr que pour l'avenir, ils se sont sentis peut-être obligés de faire ce segment avec Maxine parce qu'ils l'ont annoncé. Mais si vraiment, ouais. Si vraiment ça s'est mal passé, ça se trouve, c'était la dernière fois qu'on voyait ces trois-là et on va se retrouver comme le underground de Shane avec un truc qui disparaît. Peut-être ça va disparaître là, peut-être que c'est fini déjà, le maximum male modance, ou alors ça va nous faire comme Retribution, hein, puisqu'il y a un ancien membre de Retribution, ça va faire une semaine ou deux, et puis... Il y a des mecs quand ça veut pas, mais c'est dommage parce que tu punis un mec, tu t'en entires 3 ou 4 quoi d'un seul coup quoi. Mais ouais, c'est un peu ça le souci. Hein. Bah écoutez, on verra bien ce qui se passe. Il ne reste plus que le main event, les gars. Le main event de ce Friday Night SmackDown post-Vince McMahon, on en a parlé, c'est un 3 contre 3 avec les Street Profits et Madcap Moss contre les Usos et Theory. Un match qui va durer une quinzaine de minutes où Madcap Moss va beaucoup jouer le rôle du souffre-douleur hein, et puis les méchants vont le taper beaucoup dans un coin. On aura droit quand même à quelques hot tags avec Montesford qui comme d'habitude rebondit dans tous les sens, nous fait des splashs, nous fait son saut périlleux par-dessus la troisième corde. Mais en cours de match, il y a une trahison. Et la trahison, elle vient pas forcément du côté qu'on pourrait imaginer. C'est Theory qui trahit les Usos, c'est pas l'inverse. C'est Theory qui, en cours de match, alors que l'un des deux Usos veut lui faire le tag, s'en va. Bon, il s'en va pas bien loin, hein, puisqu'il y a le deuxième frangin qui lui envoie un super kick dans la gueule. Ça se bastonne à l'extérieur du ring. C'est le moment d'ailleurs où
Montesfort fait sa pirouette en sautant par-dessus tout le monde. Et puis, finalement, en fait, Theory il revient sur le ring et finalement, il accepte de continuer le combat. Mais il chope sa mallette de Money in the Bank et il tape Madcap Moss avec. Donc, on aura fait tout ça pour finir sur une disqualification. Ok, super. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Finalement, tout le monde s'en va. Ça finit un peu dans tous les sens. Là, les Usos finissent par s'en aller, dégoûtés, ils se cassent. Allez, on te laisse tranquille, on te laisse tout seul, tout ça. Théorie, ça a l'air de lui aller. Il est plutôt content. Pour lui, il a gagné son segment, même s'il a officiellement perdu le match. Sauf que tout d'un coup, alors qu'on croyait que le show allait s'arrêter là, surprise générale, la musique de Brock Lesnar retentit. Et ouais, il avait menti à tout le monde, Brock Lesnar, il était pas du tout parti. Parce que Vince partait, il était peut-être juste allé acheter un nouveau blouson, un nouveau chapeau, quelque part à Boston. Et il a pris 2 heures pour aller faire des courses, là, avec son 4x4. Il l'a garé sur un parking, puis il est revenu. Il est arrivé. Le public est en feu parce que pour le coup, bien joué, on s'y attendait vraiment pas du tout. Et en gros, il vient faire 2 gentils F5 à Theory, puis il chope la maille du Money in the Bank, il le tape, il le tabasse. Alors là, Theory, il perd des morceaux à chaque coup, il part dans tous les sens. Et Brock Lesnar est content. Et Brock Lesnar s'en va, finit le segment, a volé le show. Et maintenant, il ne reste plus que 8 jours avant ce fameux clash de la mort, de la fin, du début, tout ça. Il ne manque plus qu'à revoir Roman Reigns ou qu'est-ce qu'on pourrait nous ajouter dans tout ça pour finir? Enfin, est-ce qu'il y a encore besoin d'écrire un mot à cette feud là, Letty, d'après toi, ou la semaine prochaine, on laisse Sheamus et Drew le show et puis maintenant direction SummerSlam quoi. Oui, je pense que ce serait mieux puisque de toute façon ils ont fait toute leur feud comme ça en fait par écran interposé. Ils se sont jamais présentés en même temps au même endroit, donc ce serait plus logique de laisser un peu les lumières aux autres. Je trouve que c'était plutôt bien joué. Après, est-ce que c'était fait exprès ou pas? Voilà, je sais pas s'il y a eu des discussions ou quoi pendant le show pour le faire revenir. Mais j'ai trouvé que c'était bien joué le côté, voilà, tout le monde a dit qu'il serait pas là et d'arriver au dernier moment, c'était intéressant. Et puis sinon, le match était pas mal. Bon, après, c'est des personnes qu'on a, enfin voilà, des catcheurs qu'on a l'habitude en fait de voir les uns contre les autres. Donc il y avait rien non plus de transcendant ni de nouveau. Mais c'était intéressant. Et puis le fait qu'ils viennent attaquer Théorie à la fin, moi j'ai trouvé ça très bien, puisque mon théorie, ça le remet un petit peu à sa place. Et puis, voilà, en l'absence de Roman Reigns, il s'en prend au plus proche du titre. C'est Théorie avec sa mallette. Et je trouvais que c'était bien joué pour conclure le show. Alors Inside, ton mot sur tout ça? Ouais, Théorie qui a passé à tabac quand même longuement Madcap Moss avec la mallette. Hein. Donc ça, à mon avis, ça Oui, aura des oui. conséquences dans les semaines qui viennent. Et si Théorie cache pas à SummerSlam, ce sera peut-être à cause de Madcap Moss. Hein. Parce qu'il s'est pris une tripotée de coups de mallette. Hein. Madcap Moss s'est passé un peu inaperçu parce qu'après, effectivement, il y a Brock Lesnar qui débarque. Bon, le main event en lui-même, il était sympathique. C'était joliment exécuté. Tout le monde sait ce qu'il doit faire hein, dans ce cas de figure là. Avec ce joli petit retournement de situation, la théorie qui veut abandonner les Usos et puis les Usos qui vont leur mettre dans le ring de force, festival de super kick là, c'était plutôt sympa. Tout le génie de Brock Lesnar quand même de nous avoir d'avoir worké tout le monde là. On savait plus où on était. Hein. Voilà, moi je suivais les news en direct, j'ai passé une nuit à me ronger les ongles à savoir est-ce que Brock Lesnar est parti, est-ce qu'il est pas parti. Maintenant comme ça on en rigole, on dit ah bah oui, ça c'était du flan, mais sur le coup on savait pas. Et donc du coup je pense qu'il a fait le nécessaire pour qu'il y ait le public devant son écran vendredi soir, ce bon vieux Brock. Y a que lui qui sait faire ça. À chaque fois, on se demande si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il aime vraiment le catch? Est-ce qu'il est pas là que pour le pognon? Est-ce qu'il nous méprise pas tous? Est-ce qu'il frappe pas vraiment ses adversaires, etc., etc. Y a que lui pour lequel on se pose ce genre de questions. Donc voilà, encore un petit tour de force, moi je trouve, de Brock Lesnar.
Et puis ouais, je sais pas ce qu'on peut ajouter sur sa rivalité avec Roman Reigns. C'est à Roman Reigns de faire le boulot la semaine prochaine maintenant. Et puis en espérant qu'on ait un match du niveau qu'on espère entre les deux. Pour le reste, c'était une belle manière de terminer SmackDown. Bah écoute, oui, moi j'ai trouvé que ça a réveillé le show et ça lui a donné une note finale de qualité, alors que sinon le main event était très classique et voilà, le segment de théorie assez classique aussi. Et là, on a eu un vent de folie, propre peut-être à l'esprit Vince McMahon, comme tu disais. Donc on s'est réveillé quelque part et puis Brock Lesnar, on s'est rappelé à sa présence et puis il a pris un shot de popularité. Je ne sais pas s'il déteste le public ou quoi, mais en tout cas depuis qu'il est passé de la Beast Incarnate à ce Cowboy Brock qui vient, il fait des sourires, il serre des mains, il tape dans les mains et Ah oui, c'est plus il, le même homme. il rigole. Ah, c'est plus le même homme là, il est complètement changé. Donc peut-être qu'il apprécie quelque part. Peut-être que comme Randy Orton a découvert l'amitié en 2022 avec Riddle et a appris à aimer la foule, Brock Lesnar pareil, peut-être. Peut-être qu'il y a un cœur qui bat derrière Derrière ces ce gens-là. chasseur qui tue des cochons chaque matin dans sa ferme apparemment. C'est possible, ouais. Voilà, c'est là-dessus que nous finissons l'analyse de ce SmackDown premier post-Vince McMahon et Dieu sait que du lourd arrive, puisque quand même, dans 3 jours, nous avons un énorme Madison Square Garden Raw avec Rey Mysterio en star, puis un SmackDown avec le combat des Écossais, des Irlandais, des Européens, qui nous arrive à SummerSlam. Là, la semaine qui arrive, il faut qu'elle soit de qualité, sinon on va râler, sinon on va dire que c'est la faute aux petits jeunes qui savent pas rattraper l'absence de Vince. C'est pas grave si c'est pourri depuis des semaines, même s'il y avait Vince. Il y aura toujours un bouc émissaire. Letty, je vais te donner l'honneur. Quel est ton mot de la fin pour ce show? Ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, mon top, ça va être pour Drew, parce que j'ai bien aimé sa promo. Je trouve qu'il a bien réussi à nous vendre le match de la semaine prochaine. Le flop, j'ai hésité longuement, mais je pense que ça va revenir à Maximum Male Model. Enfin, même pas à eux, en fait, à Maxine Dupri, parce que j'ai pas du tout aimé les quelques. Bon, elle nous a pas dit grand-chose, mais voilà, il n'y avait pas de vie dans ce qu'elle nous a dit. Et en note, allez, la semaine dernière, j'avais pas mis une grosse note, je vais dire 3. C'était un peu mieux quand même que la semaine dernière. Ok, ringside. Je vais donner mon top. Je vais donner mon top à Brock Lesnar, évidemment. Voilà, il a bien joué. C'était ce qu'il fallait pour nous rajouter un petit peu de piment là au milieu de ces annonces déprimantes là de retraite de Vince. Ou enthousiasmante pour certains fans. Choisissez votre camp. Le flop, je vais le donner évidemment à l'éviction de Max Dupree. C'est un putain de scandale. Il était temps vraiment que Vince McMahon dégage, parce que si c'était pour faire des choses comme ça, voilà, ça fait des années qu'il nous pourrit le catch. Le catch c'est pas ça. Le catch c'est Jim Crockett, c'est la WCW. Voilà. Et la note, je vais mettre la review, il y avait quand même pas beaucoup de trucs terribles, mais je vais quand même mettre 2,5 parce que c'était quand même suffisamment rythmé pour qu'on s'ennuie pas dans ce show qui était vraiment quand même sous des auspices un peu bizarres. Voilà, cette fin de règne de Vince McMahon, on se souviendra de cette date, on se souviendra peut-être moins du show, de ce SmackDown qui était quand même un petit peu insipide, mais c'était un poil mieux que les semaines dernières qui étaient vraiment assez écœurantes. Voilà, on va avoir un SummerSlam post Vince McMahon. Je suis curieux de voir ce que ça donne. On va essayer de garder espoir, mais c'est la fin d'une ère, l'ère de Max Dupree. Voilà. Et c'était la plus mauvaise nouvelle de la semaine, effectivement, le départ de Max Dupree. Moi, je vais mettre mon flop effectivement à ça si c'est confirmé, même si. Oh non, allez, vous l'avez déjà mis, donc je vais mettre mon flop à Stephanie McMahon, que je n'ai trouvé pas à la hauteur de l'événement. Ouais, pas au niveau. Ouais, voilà. Stéphanie, t'aurais dû rester à la maison, t'occuper de papa.
Elle qui on aurait voulait pu- quitter complètement la WWE, maintenant elle se retrouve Mais oui, oui. CEO adjointe là, avec Mhm. Nick Khan, c'est comme ça qu'il s'appelle, Nick Khan. Ouais. En- Mais il aurait jamais dû embaucher le frère de Tony Khan pour devenir patron de la compagnie. Il est con aussi, Vince McMahon. Ouais, non, non, mais il a perdu ses bons réflexes. Non, Mm. mais alors, on ne sait pas les états de santé des uns et des autres, mais j'aurais trouvé plus. Je pense que ça aurait été plus motivant pour la foule que ça soit Triple H qui passe faire un petit coucou là. Bon, alors je sais pas où il en est. Hein. Il a repris du service. A priori, il est sous contrat. Ouais. Bon, est-ce qu'il pouvait se déplacer? Bon, en même temps, on était à Boston. On n'est pas très loin de la WWE, de Stanford et tout ça non plus. Mais bon, ça aurait pu être plus embarquant dans la promo. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu le show, franchement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Tu dis, on s'est pas ennuyé. Moi, je peux dire que je trouvais qu'il y avait des trucs quand même qui m'ont vraiment pas emballé. Je pense que si j'avais été public de ce show-là, ça m'aurait un peu fait chier. Alors après, d'après Cage Merde, ceux Match, qui ont payé, ouais. ben alors, c'est là qu'on se rassure. Cage Match, qui est notre référence, là, nous apprend qu'il y avait quand même deux dark matchs. Hein. Il y avait un Ah, quand opener, même. Mm. il y avait un opener avec Drogula qui ricochait contre Los Lotarios. D'accord. Non, mais tu rigoles, mais en live, ça doit être très sympa. Et a priori, il y avait un dark main event avec Sheamus qui affrontait Drew McIntyre et qui perdait. Donc voilà, ils ont sûrement régalé un peu plus. C'est sûr que si on avait eu ces deux matchs-là télévisés, ça aurait changé la donne. Mm. On a très peu de catch au final quand on regarde Ah ouais, il y a quasiment rien. Il n'y a pas grand-chose. les Viking Riders 1 minute 30, Raquel Rodriguez 3 minutes. Bon, on a eu Vic Kaiser un petit peu, puis le tag team match final, mais ça fait pauvre. Donc du coup, dans les flops, Stéphanie, mais dans les tops, moi j'ai un petit peu de mal, hein, surtout que j'essaye toujours de pas faire doublon, et là on est trois, donc il faut pas faire trop plomb. Euh, Dans les tops, j'aurais dire... Alors, de Street Profits, ils étaient, ils Oh, étaient- ils étaient un peu ouais, en forme, non? ouais. Oui, Même vous avez pas. dit quoi, vous, de Brock Je sais pas où Lesnar? j'étais, je sais pas où j'étais chercher mes 2,5 points, finalement. Maintenant. Ouais, On parle bah de- allez, comme je suis un petit, comme j'ai perdu mes réflexes ici, là, je vais écouter Ringside, je vais dire le top au Street Profits. Ouais, moi je vais mettre 2, un peu plus que la moyenne. 2, c'est tout juste. Et encore, si je fais fi Alors, du on note contexte, sur 5, donc 2, c'est en dessous de la ouais, moyenne. en dessous, pardon, juste en dessous, même pas la moyenne, pardon. Donc je perds mes chiffres. Ouais. Il est temps que je raccroche moi aussi. À 77 ans, il va être temps de raccrocher. C'est vrai, ça. On dit pas assez souvent, ton âge à l'antenne. Mais... Ouais, non, jamais on parle de Mm, papy, de mm. tonton Chris, mais tout ça. Écoutez, peuple de ketchup, j'espère au moins que cette review vous a fait plaisir, que vous êtes passionné, d'accord ou pas avec nous. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme d'habitude, vous savez où nous suivre, hein, sur YouTube, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. C'est ketchup, réagissez, interagissez, nous n'attendons plus que vous. Et puis, dans ce drôle d'univers de la WWE sans Vince McMahon, comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, donc restez connectés, c'est l'été, c'est SummerSlam, c'est la folie de la WWE. Letty, merci d'avoir été présente depuis ta lointaine région, de ton pays vesoulois. Vésulien. Vésulien, pardon, voilà. C'est pas grave. Merci Raphaël, merci Ringside de m'avoir accueilli pour cette review. C'était très sympa, comme d'habitude. Eh ben, ce fut un plaisir, Ringside, ça va aller, on te laisse tout seul, on enlève les draps, les cordes quand même, les médicaments, tu vas Ouais, supporter. me laissez pas tout seul. Mais ouais, non, mais Non. merci d'avoir présenté. Merci Letty d'être venue. Honnêtement, moi, je me sentais pas de présenter l'émission. C'est quand même une sale On- nouvelle toute cette histoire. Mais bon, on- allez, on reste motivé. C'est Ouais. parti, SummerSlam bientôt. Il fait 60 degrés, etc., etc. Formidable. Voilà. Et bah écoutez, la semaine prochaine, bientôt du show. On continue le mois prochain, le mois d'août, pas de pay-per-view. On a Clash of the Castle. Allez, tout ça, c'est reparti. On se réveille. Un monde nous attend. Peuple de ketchup. Restez connectés. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. À tous. La vraie question, c'est est-ce que tonton prendra sa retraite un jour? Il mourra au micro. Tant qu'il a pas piqué dans la caisse de ketchup.
Je crois que Giscard l'a piqué dans la caisse de ketchup, mais c'était pour s'acheter un kebab. Ah oui, je me souviens à Paris.